L'Égypte essaye de stabiliser la région africaine, arabe, méditerranéenne, alors que d'autres pays essayent de perturber cette stabilisation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission semi-quotidienne et direct, votre fenêtre sur les grands événements. Je suis Anifag, l'animateur qui va vous accompagner durant les prochaines presque 55 minutes qui sont l'âge de cette nouvelle édition de direct. Bien sûr, ce que je viens de vous annoncer il y a quelques instants, ce n'est que presque la grande lignée parmi d'autres événements qui ont touché la scène politique, la scène économique de l'Égypte durant les derniers jours. Justement, pendant cette, si je peux dire, cette tournée dans le monde égyptien et dans cette même ou même au cours de cette tournée dans le monde égyptien, on va jeter un coup d'œil sur les efforts égyptiens, que ce soit à l'intérieur du pays ou même au niveau régional, international. Et comme je viens de vous annoncer il y a quelques instants, l'Égypte essaye de stabiliser la région africaine, la région arabe, la région méditerranéenne, alors qu'il y a d'autres tentatives de la part, suivies bien sûr de la part d'autres pays, afin de déstabiliser tout ça sous une, si je peux dire, une tentative d'expansion. Justement, j'ai le plaisir, l'honneur d'avoir avec moi au cours de cette panorama ou cette tournée dans le monde égyptien et les efforts des Égyptiens au niveau arabe, régional, international. Monsieur Ahmad Nassif, c'est un écrivain, c'est un expert dans les affaires politiques et économiques. Vous êtes toujours bienvenu sur Native International. Merci. Merci beaucoup. Donc, très rapidement, nous devons commencer par la scène électorale ici en Égypte. Et bien sûr, comme vous savez, hier, c'était le dernier jour de la première phase du premier tour de ces élections, marathon des élections, bien sûr, législatives ici en Égypte. Justement, les bureaux de vote ont fermé hier soir leurs portes pour la deuxième journée consécutive afin de permettre aux électeurs de voter au premier tour des élections parlementaires. Les élections ont eu lieu dans la première étape dans 14 gouvernorats. Les élections se sont déroulées dans 10 140 sous-commissions où environ 33 millions d'électeurs inscrits dans la base de données des électeurs ont le droit de voter. Pour la première phase, presque 1 879 candidats se présentent dans 71 circonscriptions à système individuel et 4 listes dans les 2 circonscriptions attribuées au système de listes. Le président de l'autorité nationale des élections et vice-président de la Cour de cassation, le conseiller Lachine Ibrahim, a confirmé que l'autorité n'avait pas reçu de plainte ou enregistré des irrégularités majeures le premier jour du vote des Égyptiens en législative et que le processus électoral se déroulait normalement lors de la deuxième et dernière journée du premier tour au sein de 10 140 sous-commissions du vote. Donc, le premier tour, avec la fin de cette phase, pas des irrégularités qui ont perturbé le bon déroulement de ce processus électoral. Votre commentaire, votre observation? Comme observation, il y avait quelques années qu'on disait que le peuple égyptien n'était pas encore prêt pour la démocratie. Quand on voit ce qui est en train de se passer ces jours-ci, deux choses. Oui. La première chose, qu'on a une première phase des élections qui sont très bien passées. On a eu quelques perturbances qui sont vraiment minimales, ce sont entre les familles ou les intérêts différents, mais rien dans le gros système. On est en train de voir que le peuple égyptien est en train d'apprendre, il est en train de se former pour être capable de mener une route démocratie vraie comme il faut. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que le peuple égyptien a aussi gagné, c'est d'avoir ces élections sous la supervision des juges du système judiciaire de l'Égypte. Il y avait presque 15 ans que ça, c'était un débat presque infini. Et quand on a ça aujourd'hui, on est sûr que les résultats, les votes des Égyptiens vont être communiqués comme ils ont été faits dans la première base. Ces deux gains, je pense que c'est quelque chose de très important
que le peuple égyptien a gagné avec ces élections. Oui, et à quel point vous trouvez que les Égyptiens sont devenus de plus en plus conscients de l'importance, par exemple, du Parlement, conscients de ce qui se passe actuellement sur la scène régionale, internationale, sur la scène égyptienne? Je pose cette question avec une remarque, une observation plutôt remarquable de la part de plusieurs correspondants, envoyés spéciaux, en ce qui concerne la forte participation de la part des jeunes Égyptiens pendant les élections du Sénat, mais aussi pendant les élections législatives. Tout à fait. Et je pense aussi c'est ça. Et en plus, c'est pour la première fois qu'ils savent très bien, qu'ils sachent très bien que leur vote vraiment compte. Ça veut dire que ce que je veux mettre ici va être tabulé, va être lu. Peut-être je gagne, peut-être je gagne pas. Ça, c'est une autre histoire. Mais au moins, c'est sécurisé. Et ça, c'est un... La participation positive, la participation active. Et Absolument. Je dois pratiquer mon droit, même... Parce que ça va aller où elle doit aller. Oui. Avant, il y avait... On peut être très franc avec ça. Avant, on n'était pas vraiment sûr que c'était le cas. Oui. Mais aujourd'hui, on sait qu'est-ce qui va se passer, que ça va être vraiment tabulé. Donc et vous trouvez qu'il y a une sorte de confiance de plus en plus croissante entre les jeunes et les institutions de l'État? Absolument. Absolument. Donc, passons à un autre sujet. Cette fois-ci, c'est bien sûr quelques instructions, quelques ordres de la part du président égyptien Fattah Sisi en ce qui concerne, premièrement, ce qu'on appelle l'initiative numérique. Oui, l'Égypte numérique. Et deuxièmement, permettez-moi de vous proposer la nouvelle. Le président Abdel Fattah Sisi a enjoint au Fonds souverain d'Égypte à se focaliser dans son action à majorer la valeur ajoutée des actifs de l'État dans une optique scientifique visant à donner de meilleures alternatives pour réinvestir ces actifs. Lors d'une réunion tenue dimanche avec le Premier ministre Moussa Madbouli, ministre du Plan des TIC, le président a également coordonné de maximiser le rôle du fonds dans l'implantation de l'industrie et de la technologie comme objectif d'investissement pour les grandes compagnies égyptiennes et mondiales. Le fonds devra également faire connaître son rôle sur la scène internationale comme un nouveau moyen d'attirer des investissements à l'économie égyptienne dans le cadre de la vision de l'Égypte 2030, en vertu de laquelle le secteur privé est un partenaire essentiel dans les processus de développement, selon bien sûr les exigences du chef de l'État. Le président a d'autre part enjoint au gouvernement d'entamer immédiatement la mise en œuvre de l'initiative l'Égypte numérique en vue de soutenir la numérisation de la performance gouvernementale et d'optimiser l'usage de l'intelligence artificielle dans les projets d'urbanisation de construction. Donc, la question, l'importance de cette initiative et l'importance de tels ordres visant à maximiser la valeur des actifs dont dispose l'État égyptien. Écoutez, ils sont si nombreux que c'est très difficile de le compter. Moi, dans mon cadre professionnel, ces jours-ci, je travaille comme consultant pour une des plus grandes entreprises étatiques. Le changement que cette stratégie peut apporter, c'est presque un jour et nuit de changement. Parce que le temps que ça va économiser, par exemple, on est toujours dans le vieux mode de comment communiquer. On communique par écrit, mais ce sont on écrit des lettres, si vous voulez. Si on va mettre des courriels électroniques, un email, ça va se passer 10 fois plus rapide. On a des contrôles qui sont manuels, et quand on est une société assez importante, assez grande, qui fait des centaines de millions de transactions par mois, c'est pratiquement impossible pour un être humain ou des centaines d'êtres humains de contrôler ça. On peut toujours avoir des fautes, on peut toujours avoir du mal classement, on peut avoir pas mal de problèmes. Mais si on va bouger ou changer le système, le modus operandi qu'on utilise pour un système électronique, nous allons atteindre la bonne gouvernance, la bonne gestion. Et on va lutter en même temps la corruption. Absolument. Je ne voudrais pas parler de la corruption, mais je peux vous assurer que on va y trouver le jour qu'on fait
migration vers le système numérique que on va vraiment verrouiller ou fermer tout trou où on peut avoir de la corruption. Oui. D'autre part, le président a donné ses ordres afin de maximiser les actifs dont possède l'État à travers le fonds souverain, ce qu'on appelle le Sandouk Siadi. Donc, comment vous trouvez de tels ordres? Ça, c'est une stratégie très long terme, mais c'est pour mettre le pays et mettre les investissements dans le futur. Parce que si on va investir dans le passé, ça va devenir de plus en plus inutile, si vous voulez. Mais on est en train de parler de l'artificial intelligence, on est en train de parler des... L'intelligence artificielle. Absolument. On est en train de parler des choses qui sont très de la valeur futuristiques. Ajoutée. C'est ça. Et c'est ça où on peut aussi aider les jeunes à trouver des travails qui sont, comment dire, qu'ils ont demandé un peu plus, un peu partout dans le monde, si vous voulez. Parce que la comptabilité, ça a changé, le finance, même le marketing. Des vieux gens comme moi, maintenant, quand on fait une campagne de marketing, ce n'est plus maintenant la télé, combien de GRP, combien d'expositions, c'est tout, est devenu numérique. Donc, c'est presque... obligatoire, si vous voulez, si les jeunes veulent avoir un bon futur dans le domaine des affaires, qu'ils passent par cette route-là. Oui. Très, très rapidement, nous devons passer à une autre nouvelle qui impressionne le monde des affaires, le monde de l'économie au niveau international. C'est l'Égypte qui est admirée pour ses taux de croissance en dépit du Covid-19, selon des déclarations faites par des responsables onusiens et même par des rapports présentés par la Banque mondiale. Avec plus de précision, l'Égypte a été une exception à la lumière des conditions imposées par le Covid-19 en termes de capacité à continuer à réaliser une croissance économique malgré les conditions environnantes et à continuer à travailler pour construire un système de santé solide capable de faire face à la pandémie de coronavirus. C'est ce qu'a déclaré le coordonnateur résident de l'ONU en Égypte, Richard Dictus. Monsieur Dictus a salué lors d'une cérémonie organisée au Palais Tahrir, marquant le 75e anniversaire de la fondation de l'ONU, le partenariat unique entre l'Égypte et les Nations Unies et l'engagement de l'Égypte à contribuer aux forces de maintien de la paix. D'autre part, le groupe de la Banque mondiale a maintenu ses prévisions de croissance positive pour l'économie égyptienne selon le rapport sur le développement économique dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, ce qui met en évidence le succès de l'économie à absorber les répercussions de la pandémie mondiale grâce aux mesures adoptées ces dernières années qui ont permis d'aller de l'avant dans l'application de l'agenda de développement national. De sa part, la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashat, a affirmé que les constats positifs prévoyant la croissance de l'économie égyptienne durant la pandémie de Covid-19 reflétaient l'efficacité et le succès du programme de réforme économique mis sur pied durant la période 2016-2019 et la capacité de projets nationaux et ceux d'infrastructures menés dans l'ensemble des secteurs à renforcer la cohésion de l'économie en dépit de la crise du coronavirus et ce, au moment où la plupart des pays de la région connaissaient une régression. Donc, les commentaires. Ben, je pense deux commentaires. La première, que l'Égypte a connu ou a compris, si vous voulez, les règles de jeu très tôt. Le jeu avec le Covid-19. La solution, ce n'est pas une ouverture complète, parce que tout le monde va tomber malade. La solution n'est pas une fermeture complète, parce que les gens ne pourraient pas gagner leur vie, si vous voulez. La solution, c'est un mélange de deux. Et l'Égypte a commencé par ça. On n'a jamais fermé à 100% et on n'a jamais été ouvert à 100%. Demi-fermeture. C'est ça. Et c'est ça qui a marché. Si vous voyez ce qui est en train de se passer en Amérique, ce qui est en train de se passer en Europe, c'est maintenant, ils sont en train de dire, OK, on ne peut pas vraiment enfermer les gens parce qu'ils doivent travailler, ils doivent gagner leur pain d'une façon ou l'autre. Et de l'autre côté, ce qu'on a vu, et ça a été très, très visible, surtout en Amérique, la croissance dans les cas de violence domestique, à cause des fermetures. Et c'est très normal, c'est très humain. Quand tu enfermes les gens, une famille de 5 personnes, ensemble dans une petite maison pour des semaines, ils vont être très agités et là, tu vas avoir des problèmes domestiques. Et la deuxième chose, qui est, je pense que l'Égypte
est très bien diversifié sur le niveau économique. Ça veut dire que, oui, le tourisme est très important pour nous, mais ce n'est pas 100% de notre économie. Si vous voyez, par exemple, un pays comme l'Espagne, elle a vraiment souffert, l'économie espagnole a bien souffert quand il a perdu... La même chose de la France, l'Italie, la Grande-Bretagne. Nos frères là-bas. Quand on se focalise sur à 100%, et puis on a un problème, et là, c'est la catastrophe complète. Mais on était un peu chanceux qu'on est bien diversifié entre 5 ou 6. Donc cette performance exceptionnelle de l'économie égyptienne impressionne tout le monde. Absolument. Absolument. C'est vraiment très admirable ce qui se passe sur le terrain et très admirable même les réactions du monde entier, notamment quand on a entendu parler qu'il y aura des investissements, d'énormes, de considérables investissements qui vont être pompés ici en Égypte parce que l'Égypte, c'est presque le seul pays tellement ouvert au monde entier ou tellement ouvert pendant la pandémie du coronavirus. Et dans la région, sur le niveau sécuritaire en plus. Et si on ajoute ça, la position géographique de l'Égypte, on peut comprendre que vraiment c'est le meilleur endroit si vous voulez investir dans un nouvel marché. Où, pas seulement le marché, déjà le marché égyptien c'est un marché très important, mais pas seulement ça, avec tous les accords qui étaient très intelligents qu'on a bien fait entre ce qu'on appelle la ZAL, la zone arabe de libre-échange, le COMISA, où on peut faire des exportations à partir de l'Égypte pour le reste de l'Afrique, 42 pays. C'est un centre économique comme il faut vraiment. Et même l'Égypte est sécurisée à travers la performance de toutes ces institutions, allant bien sûr de l'institution sécuritaire, mais aussi à d'autres institutions comme par exemple intellectuelles ou même religieuses. C'est pourquoi il y avait une déclaration très retentissante, très importante, faite par le grand imam de l'Azhar, Cheikh Ahmed al-Taïb. Nous n'acceptons pas que nos symboles religieux soient victimes de la politique et des conflits électoraux. Avec plus de précision, et pour vous donner un peu plus d'explications, chers téléspectateurs, le grand imam de l'Azhar, Cheikh Ahmed al-Taïb, a lancé sa dénonciation de la campagne féroce, systématique contre l'islam, rejetant que ces symboles religieux soient victimes de la politique et des conflits électoraux dans l'Occident. Nous assistons actuellement à une campagne systématique visant à impliquer l'islam dans des batailles politiques, à créer un chaos qui a commencé par une attaque malveillante contre le prophète de la miséricorde, que la prière, les bénédictions d'Allah lui soient accordées. Nous n'acceptons pas que nos symboles et nos valeurs sacrées soient victimes de la politique et des conflits électoraux. C'est ce qu'a écrit en fait le grand imam de l'Azhar sur ses comptes Facebook, Twitter en langue arabe, française et anglaise. Encore une fois, selon le grand imam de l'Azhar, je souligne à ceux qui justifient les insultes adressées au prophète de l'islam que la vraie crise est due à votre duplicité intellectuelle et à vos agendas étroits. Et je vous rappelle que la responsabilité la plus importante des dirigeants est de maintenir la paix civile, de préserver la sécurité sociétale, de respecter la religion et de protéger les peuples contre la sédition et non pas d'attiser les conflits au nom de la liberté d'expression. Donc, un communiqué signé Cheikh Al-Azhar, le grand imam Ahmed al-Taïb. La seule réflexion que j'ai sur ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai entendu, si je ne me trompe pas, c'était le Premier ministre du Suède, ou danois, je ne me rappelle pas exactement, mais c'était un Premier ministre des pays scandinaves. Il a dit quelque chose qui était vraiment très intéressant. Il a dit, quand les gens parlent de ce qui s'est passé en Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale, 39 à 45, on dit que c'est des antisémisme. Quand on parle, on se rigole avec les gens qui ont la peau un peu foncée, on dit c'est du racisme. Quand ça se passe avec le prophète, alayhi salatu wassalam, ça devient une liberté d'expression.
Ça ne gèle pas. Il y a quelque chose qui ne cloche pas ici. Ça ne marche pas. OK? Donc, je comprends parfaitement la liberté d'expression et je l'apprécie infiniment. Mais il y a des fois des expressions et la liberté, généralement, pas d'expression seulement, est bien définie que tu es libre à faire tout ce que tu veux jusqu'à ce que tu arrives à faire du mal à quelqu'un d'autre. De faire des choses pareilles font des mal à 1,2 ou 1,4 milliard de musulmans autour du monde. Donc ça peut pas être correct. Okay? Et je ne vois pas du bien qui vient à partir de ça. Ce n'est pas vraiment aussi rigolo que ça. Et tu fais mal à pas mal des centaines de milliards de personnes. Donc, je soutiens parfaitement ce que Son Excellence a dit, mais on doit aussi y penser, parce que ça, c'est pas par hasard, là, que quand un certain... Je peux même pas prononcer le mot, mais quand ça se passe avec ce qui s'est passé en Allemagne durant la deuxième... Ça, c'est antisémitisme. On ne peut pas discuter de ça, OK? Même si on nie, si on discute les chiffres, on ne peut pas parler de ça. OK, tu laisses ça tranquille, OK? Les gens qui ont la... ça, c'est du racisme, tu ne peux pas... OK. Oui, tu ne peux pas, hein, tu peux littéralement aller en prison dans pas mal de pays. Mais là, tu peux dire tout ce que tu veux, c'est la freedom d'expression. Mais alors. Et c'est pas du bien. Ça fait du bien à personne, ça fait beaucoup de mal. Et le fait même d'instrumentaliser l'islam dans des batailles politiques ou même dans des temps des élections afin de courtiser par exemple l'extrême droite. Et en même temps, cela est pris comme prétexte pour la poussée des violences de la part des extrémistes, de la part... C'est la même chose pour les dirigeants de certains pays dont on va parler bien sûr durant les prochaines minutes, qui prend de telles insultes comme moyen pour arriver à pratiquer cette expansion sur le terrain. Le prend comme prétexte et il appuie dessus. Et c'est triste. C'est triste, vraiment. Oui. Donc, chers téléspectateurs, c'est ainsi, nous devons passer à un autre sujet, c'est cette fois-ci la Turquie. Depuis l'automne 2019, ça sera bien sûr notre sujet principal dont on va discuter durant les prochaines minutes. Depuis 2019, les ambitions régionales de la Turquie se heurtent régulièrement aux intérêts des pays régionaux. De sa politique syrienne, marquée par sa volonté inébranlable de venir à bout des ministres kurdes de PYD, alliés de l'Occident face à Daesh, mais considérés comme terroristes par Ankara, son soutien actif au gouvernement de Tripoli, en dépit de l'embargo sur les armes prononcé par les Nations Unies, en passant par sa revendication de territoire maritime en Méditerranée orientale, ou par son appui diplomatique et militaire à l'Azerbaïdjan face à l'Arménie, le président Erdogan poursuit un agenda apparemment nationaliste ou apparemment islamiste, mais en essence, dans le contenu, et ce sont des actes de sabotage. Justement, il y a des facteurs, tant intérieurs qu'extérieurs, qui permettent de mieux comprendre la politique maximaliste poursuivie depuis un an par Erdogan dans son environnement régional. Donc justement, je dois vous proposer un reportage qui va vous donner un peu plus d'explications en ce qui concerne ce sujet. Après ça, on va savoir quelle était la réaction de l'Égypte avec les autres pays de la Méditerranée orientale. La Turquie n'est pas à une ingérence près. Syrie, Libye, Irak, Haut-Karabakh, Chypre, la Grèce et la liste est longue. Rappelons un peu l'histoire. La Turquie, prétextant protéger les Chypriotes turcs, a envahi l'île de Chypre en 1974. Après avoir opéré un nettoyage ethnique en règle et installé 200 000 colons turcs dans les maisons et propriétés des Chypriotes grecs expulsés, elle contrôle l'ensemble de la partie de l'île qu'elle occupe sur la présence permanente de plus de 40 000 soldats. Elle contrôle également la vie politique des Chypriotes turcs, aussi bien
par le biais des colons turcs naturalisés que par les menaces et intimidations. Dimanche 11 octobre, la communauté chypriote turque choisit son leader. Plusieurs candidats sont en lice, dont un qui a les faveurs du Raïs d'Ankara. Il s'agit du nationaliste Ersin Tatar. Face à lui, le leader actuel de la communauté chypriote turque, Mustafa Akinci, qui politiquement et socialement ne convient pas au président turc, car il affirme sa volonté de réunifier Chypre, confirme son attachement à la laïcité et à la justice sociale. Dans les faits, la partie occupée de Chypre est considérée par la Turquie comme une région supplémentaire turque, dirigée en réalité par l'ambassade turque de la partie occupée de Nicosie. La volonté hégémonique d'Erdogan n'a pas de limite. Lors d'un point de presse à Ankara, le président turc a réagi aux accusations arméniennes concernant l'immixtion de la Turquie dans le conflit opposant l'Arménie à l'Azerbaïdjan, annonce l'agence de presse turque Anadolu. Erdogan s'est également exprimé sur la présence militaire de son pays dans le Golfe, en Libye et en Syrie. Par ailleurs, au sujet de la Libye, le chef de l'État turc a un seul objectif, faire valoir la légitimité en soutenant le gouvernement de Tripoli reconnu par la communauté internationale, a-t-il dit. Puis le début des affrontements entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie dans le Haut-Karabakh fin septembre. La communauté internationale cherche à décrypter les intentions de la Turquie dans ce conflit où elle avait jusqu'à présent toujours observé une influence de retenue. En Méditerranée orientale, l'expansionnisme d'Erdogan répond avant tout à un objectif d'autonomie énergétique, la Turquie ne possédant quasiment aucune source d'hydrocarbures, mais aussi géopolitique. L'ingérence de la Turquie dans le conflit du Haut-Karabakh n'est donc que la manifestation la plus récente de cette stratégie globale, en y ajoutant une dimension supplémentaire, le soutien politique et militaire. Donc, si on parle de la Turquie, on parle d'un facteur de la déstabilisation de la sécurité de cette région, plutôt de la sécurité mondiale. C'est pourquoi on trouve que l'Égypte, la main dans la main avec Chypre, la Grèce, se disent très préoccupés par l'escalade des tensions en Méditerranée orientale. En fait, Chypre, la Grèce et l'Égypte ont condamné mercredi dernier les forages, les opérations sismiques illégaux de la Turquie dans des zones marines qui ont déjà été délimitées conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Donc justement, je dois encore une fois vous proposer la réaction de ces trois pays en ce qui concerne cette déstabilisation, cette escalade de la part de la Turquie. Le 8e sommet tripartite Égypte, Chypre, la Grèce a souligné la nécessité de multiplier les efforts internationaux pour lutter de manière décisive contre le terrorisme et de ne faire preuve d'aucune indulgence avec les États et les entités qui lui fournissent un refuge et le soutiennent en armes, en argent et en formation, tout en adoptant une approche globale pour traiter ce phénomène à la racine et inciter la communauté internationale à assumer ses responsabilités à cet égard. C'est ce qu'a affirmé le président Abdel Fattah el-Sisi lors d'une conférence de presse commune à l'issue du sommet, l'ayant réuni avec son homologue chypriote Nikos Anastasiades et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis à Nicosie. Nous avons eu des discussions constructives reflétant une convergence de vues sur les développements régionaux et internationaux, et particulièrement dans la Méditerranée orientale, qui témoignent de provocations sous forme de violation des règles du droit international, de menaces de recours à la force militaire d'atteinte à la souveraineté des pays du voisinage, de soutien à l'extrémisme et au terrorisme, et de transfert de combattants vers les zones de conflit, a ajouté le président Al-Sisi. Nous nous sommes accordés sur la nécessité de faire face à ces politiques d'escalade qui déstabilisent la région et de coordonner avec les partenaires internationaux pour préserver la sécurité régionale, et a également souligné le chef de l'État. Nous avons réitéré notre appui à la République de Chypre pour parvenir à un règlement global et durable de la question chypriote, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU, de manière à réunifier l'île, a signalé le président Al-Sisi. Concernant la Libye, le président Al-Sisi a indiqué être entendu sur le fait que le règlement politique global tenant compte de toutes les dimensions de la crise libyenne restait la seule voie pour réaliser la stabilité dans ce pays frère, conformément à la déclaration du Caire publiée en juin 2020 et à la conférence de Berlin, et qu'il était important de préserver l'unité territoriale de cet État, d'en faire sortir les forces étrangères
de désarmer et de démanteler les milices terroristes, ainsi que de réunifier les institutions de l'État, a fait savoir M. Assisi. Quant au processus de paix au Proche-Orient, nous avons convenu de la nécessité de poursuivre les efforts pour résoudre la cause palestinienne en vertu des résolutions internationales et pour favoriser la reprise des pourparlers en vue d'atteindre l'objectif escompté. Assisi a poursuivi, je cite, « S'agissant de la Syrie, nous avons plaidé pour la reprise du dialogue sur la base de la résolution numéro 2254, qui demeure la principale référence du règlement politique, et condamné toute présence militaire illégale sur le sol syrien ou tentative de modifier la composante démographique dans le nord du pays. Pour ce qui est du mécanisme de coopération trilatérale lancé en 2014 au Caire, son rôle est de développer les relations aux échelons politiques, militaires, économiques et culturels et coordonner les positions vis-à-vis des questions jugées prioritaires sur les plans régional et international, et cela a contribué à l'annonce de projets de coopération dans les secteurs de l'agriculture, du transport, du tourisme et de l'énergie. » Fin de citation de M. Assisi. Les trois pays avaient signé la charte fondatrice du Forum du gaz de la Méditerranée orientale qui représente non seulement un modèle d'encouragement de la coopération régionale et de préservation de la stabilité, mais aussi un cadre pour déterminer les paramètres et les projets en commun dans le domaine gazier de façon à exploiter les immenses richesses de la région tout en prenant en considération les droits souverains de chaque État. Comme signe de la réussite de cette coopération, le président Assisi a également évoqué l'accord de délimitation des frontières maritimes entre les trois pays. De leur côté, les dirigeants grecs et chypriotes ont salué les efforts égyptiens pour mettre fin à l'immigration illégale et l'accueil en Égypte de près de 5 millions de réfugiés bénéficiant des mêmes droits et services dispensés à la population, mettant en exergue les mesures prises par les autorités du pays par devoir moral pour prévenir le départ des migrants depuis ses littoraux, et le fait que le Caire n'ait pas cherché à instrumentaliser cette question pour faire chanter les partenaires européens ou tirer un bénéfice financier ou politique. Donc, les commentaires seront avec vous. Ben, en préparation pour cette émission, j'ai commencé à regarder, à jeter un coup d'œil où est-ce qu'on a des problèmes, où est-ce que la Turquie a comme problème. Honnêtement, je l'ai écrit parce qu'ils étaient si nombreux que je n'ai pas pu les mémoriser. Donc voyons. Il est en train d'essayer d'envahir le nord d'Irak. Erdogan, absolument. Il a attaqué la Syrie. Ils en ont pris une partie avec son armée. Il a un très grand problème avec les Kurdes. Il est en train d'envoyer des terroristes en Libye, juste à côté de nous. Ce sont donc les crimes qu'il est en train de faire en même temps. Les crimes perpétrés par Erdogan aux yeux des Arabes. Absolument. La région, hein, pas seulement les Arabes, parce que ce qu'il est en train de faire en Arménie avec Nagorno-Karabakh. En Afrique, ce qu'il fait en Libye. Absolument. Il est en train de menacer l'Europe, qu'il va leur envoyer des milliers de réfugiés. Donc, il a les insultes qu'il a échangées avec le président français. Ça se fait pas. Même on peut avoir des ennemis, mais il y a comment un degré ou un certain niveau que le conflit peut pas descendre au-dessous de ça. Mais la question, pourquoi il est en train de faire ça? Si on regarde la situation, il est domestique chez lui. Il est en train d'utiliser, c'est très clair, il est en train d'utiliser une stratégie qui est très bien connue, que si on a des problèmes domestiques ou locaux, la meilleure chose pour faire une stratégie de diversification, ça veut dire que les gens vont, s'il y a une menace externe, ou il y a une guerre externe par exemple, une guerre externe, c'est là où tout le monde va se focaliser. Donc lui... C'est l'attention. Oui, absolument. Son parti a perdu Istanbul. Il a même refait les élections, qui ne se fait pas dans une démocratie, et il a perdu pour une deuxième fois. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, il a une crise économique chez lui qui est incroyable.
les gens vraiment ne peuvent pas vivre là-bas. Et là, le chef d'opposition turc est en train de dire ouvertement à tout le monde que M. Erdogan et sa famille sont le plus grand problème ou catastrophe qui est jamais arrivé en Turquie. Ça, lorsque Erdogan lui-même, quand il est son slogan dans les élections était zéro problème. Ouais. Et maintenant, il a des avec problèmes les pratiquement avec tout le monde. Même avec l'Amérique. Même avec l'Amérique, avec cette histoire des Avec missiles, l'Amérique, avec la Russie. missiles S-400. L'histoire de l'avion russe qu'il a L'avion américain F-35, vous venez de parler, vous voulez parler de ça. Et les missiles russes S... C'est ça, c'est à cause des missiles, il a des problèmes avec les Américains, parce que les Américains ne veulent pas que cette technologie de guerre, si vous voulez, soit utilisée dans cette région. Ouais. Mais il a des problèmes énormes chez lui et il est en train de faire des problèmes pratiquement partout autour de lui. Et il n'a pas de focus. C'est pas que, par exemple, qu'il a un problème avec l'Égypte ou avec l'Arménie. Non, il a un problème avec tout le monde. Et c'est là où il est en train d'essayer de déstabiliser la région. Et il est vraiment devenu un danger. Ce qui me gêne comme un observateur, si vous voulez, la réaction, je pense que la réaction de l'Europe, l'Union européenne, va arriver. Mais je pense qu'elle est un peu trop lente. Parce que une histoire comme l'exportation des ISIS et tout ça en Libye, le transfert des terroristes et des mercenaires, c'est trop dangereux. Des Daesh. C'est trop dangereux de faire ça. Et quand j'ai entendu le monsieur qui a démissionné là dans l'ouest de Libye, et lui, il était très vocal, si vous voulez. Et il a dit, Sarraj, absolument. Et il a dit que, écoutez, on était presque perdants. On ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer avec nous. Et là, on était prêts pour demander même au diable pour venir nous aider. L'accord qu'il a signé, ce monsieur, c'était un accord qui, physiquement, ça n'a pas de sens, hein, parce que tu ne peux pas avoir des frontières maritimes avec un pays qui n'est même pas proche de toi. Ça veut dire que tu dois sauter pour y avoir. Donc ça, je trouve que c'est très bizarre. Je ne pense pas que ça va durer longtemps, parce que la situation n'est pas acceptable pratiquement pour tout le monde. Oui, bien sûr. J'aimerais écouter votre commentaire, votre analyse en ce qui concerne la réaction prise par l'Égypte, Chypre et la Grèce. Comme vous avez même entendu ce reportage et observé ce reportage, parce que ce reportage a étalé les différentes déclarations faites par les trois dirigeants chypriotes, grecs et égyptiens. Je pense que le chef de l'État égyptien a géré ça d'une façon extrêmement intelligente. Il a appliqué d'une façon presque modèle, si vous voulez, un principe de gestion que normalement, quand on a un problème, on n'accepte pas qu'on a un problème, on dit c'est pas un problème, c'est une opportunité. Et si on voit qu'est-ce qu'on a profité comme l'Égypte de ce très grand problème avec la Turquie et ce monsieur Erdogan. Premièrement, on a fait l'accord avec la Grèce, avec des conditions où on voudrait ça. Il y avait presque pas mal des années qu'on voudrait faire cet accord des frontières maritimes. Et c'est grâce à ce problème qu'on a pu faire cet accord. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, l'armée maritime égyptienne a été si bien renforcée qu'on peut maintenant vraiment être compté comme une des plus grandes ou les plus fortes armées maritimes dans la région. Et la troisième chose, c'était renforcer l'image de l'Égypte, que nous sommes un pays qui est pour la paix et c'est un pays très très logique.
et on a bien établi pas mal de relations, surtout si vous voyez il y avait une photo très intéressante dans la Convention de Berlin. Notre président était en train de montrer quelque chose, il est en train de dessiner un petit schéma, et vous voyez pratiquement la plupart des chefs d'État des plus grands pays, inclus en Europe, inclus l'Allemagne, inclus la France, avec la Russie, étaient en train de écouter. Et ça, c'était peut-être une petite image, mais en même temps, c'était un symbole très important que maintenant, l'Europe est en train d'écouter à l'Égypte ce que l'Égypte a à dire ces jours-ci. Oui. Et ça, on a vraiment transformé un très grand problème à pas mal de bénéfices pour l'Égypte. Et ça, était une gérance vraiment impeccable de la part de le chef de l'État. Oui. Donc, de telles condamnations de la part de ces pays en ce qui concerne les pratiques turques dans la mer méditerranéenne. M. Fattah Sisi, avec ses deux homologues, chypriotes et grecs, ont essayé de mettre l'accent sur plusieurs pratiques qui déstabilisent la région. Absolument. Il y a un risque que deux fois, il était sur le point d'aller en guerre avec la Grèce. Ouais. Et c'est là où l'Allemagne a intervenu, et là, on a arrêté pratiquement la dernière minute. Il y a une situation avec les petites îles grecques, et lui, maintenant, après des centaines d'années, il est en train de mettre en cause cette situation qui est devenue quelque chose d'historique, si vous voulez. La deuxième chose, l'idée qu'il il est en train de parler, il était en train publiquement, de dire que là, cette ligne-là, dans la Libye, qu'on a le droit d'aller prendre le pétrole. Qu'est-ce qui t'a donné ce droit? Okay. La Libye, c'est un pays indépendant, membre des Unions Unies depuis, je pense, presque 60 ans. Et qui est-ce qui t'a donné le droit d'aller chercher leurs biens, le bien des nouvelles générations libyens, pour les prendre, pour résoudre tes problèmes économiques que tu as chez toi? Donc là, il est en train aussi, la chose qu'il est en train de faire vraiment, vraiment, rien que pour provoquer la Grèce et le Chypre aussi. On voyait ces bateaux pour faire la recherche pour le gaz. Il sait vraiment qu'il n'a pas les moyens, même s'il va trouver quelque chose, mais seulement c'est une façon d'ennuyer ses confrères, si vous voulez, rien que pour une autre fois faire des histoires et attirer l'attention dans une autre direction que les problèmes domestiques qu'il a chez lui. Oui. Sans tirer une seule balle, avec le fait de tracer une ligne rouge à Sirt al-Joufra, l'Égypte a pu, avec la coopération d'autres pays, de la communauté internationale, arriver à un cessez-le-feu permanent au sein de la Libye. Donc justement, ça sera notre prochain reportage. J'aimerais bien même écouter votre commentaire en ce qui concerne ces efforts égyptiens visant à stabiliser la région arabo-africaine, la région méditerranéenne. Donc tout de suite, un reportage de Yara Choucha et Salih Hamid. Le vendredi 23 octobre à Genève, les partis libyens ont procédé à la signature de l'accord de cessez-le-feu sous les auspices des Nations Unies. Une action saluée par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. C'est une étape fondamentale vers la paix et la stabilité en Libye et je félicite les partis d'avoir fait passer l'intérêt de leur nation avant leur divergence, a déclaré M. Guterres au siège des Nations Unies à New York. Il a ajouté que toutes les parties prenantes et les acteurs régionaux doivent respecter les dispositions de l'accord de cessez-le-feu et à veiller à sa mise en œuvre sans délai.
Il a également invité la communauté internationale à soutenir les Libyens dans la mise en œuvre du cessez-le-feu et dans les efforts pour mettre un terme au conflit. Il s'agit notamment de garantir le respect total et inconditionnel de l'embargo sur les armes imposé à la Libye par le Conseil de sécurité de l'ONU, a déclaré M. Guterres. Il a exhorté les parties libyennes à maintenir la dynamique actuelle et à faire preuve de la même détermination pour parvenir à une solution politique du conflit, résoudre les questions économiques et faire face à la situation humanitaire. La mission d'appui des Nations Unies en Libye, la MANUL, se prépare à reprendre le forum de dialogue politique libyen qui sera précédé d'une série de réunions et de consultations, a-t-il dit. Il n'y a pas de solution militaire au conflit en Libye. L'accord de cessez-le-feu est une étape cruciale, mais il reste encore beaucoup de travail à accomplir, a souligné M. Guterres, en ajoutant que les Nations Unies continueront à soutenir les parties libyennes dans la recherche d'une paix durable dans leur pays. Les deux délégations libyennes au pourparlers de la commission militaire mixte 5+5 ont signé un accord de cessez-le-feu complet, national et permanent avec effet immédiat, a indiqué la représentante spéciale par intérim de M. Guterres pour la Libye, Stephanie Williams. Depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye est plongée dans le chaos politique où deux autorités se disputent le pouvoir. Le gouvernement d'accord national installé à Tripoli est reconnu par l'ONU et un pouvoir incarné par le maréchal Khalifa Haftar qui règne sur l'Est et une partie du Sud. Alors que les observateurs ont salué l'accord parrainé par l'ONU, certains ne se font pas d'illusions sur les difficultés de sa mise en œuvre durable. Vendredi, les délégations militaires des deux camps ont signé à Genève un accord de cessez-le-feu permanent avec effet immédiat après 5 jours de discussion. Les deux parties ont convenu que toutes les unités militaires et les groupes armés sur la ligne de front doivent retourner dans leur camp, a annoncé Mme Williams, chef par intérim de la mission d'appui de l'ONU en Libye, la MANUL, après la signature. Donc, félicitations aux Libyens pour un tel cessez-le-feu permanent. Les Égyptiens réalisent des buts sans beaucoup parler. Notre chef d'État a dit presque 2 ou 3 phrases. Et je pense que c'était un peu humiliant pour la Turquie. Le chef d'État lui a dit, écoute, je te trace une ligne dans le sable entre El Ghafra et Sirte. Et tu passes pas cette ligne. Et lui, il n'a pas osé passer de cette ligne. Et ça, je pense que c'est presque une humiliation. Mais lui, il savait que l'Égypte, ce ne sont pas des mots vides. Il y avait, je pense que si je ne me trompe pas, Churchill qui disait toujours « Parle très doucement, mais garde en main un très grand bâton. » Et c'est ça ce qu'on a fait. La force est dissuasive. Absolument. Notre président a parlé très doucement, mais avec un très grand bâton. Donc l'autre a eu peur. Je peux coter ici un autre livre, un livre qui était écrit par Fulbright. Ça s'appelle « L'arrogance du pouvoir ». Qu'est-ce que ça veut dire? La Turquie, c'est un peu, comment dire, la tête est un peu grandie, si vous voulez. Ils ont pensé qu'ils sont assez forts pour être capables de faire des problèmes en Irak, en Libye, en Syrie. Occuper même l'Irak, la Syrie, faire des actes de sabotage, mettre la main sur l'eau de l'Irak. Mais la conclusion de ce livre, c'est quoi? Dès que tu commences à te comporter de cette façon-là, c'est la commence de ta chute libre. C'est là. Et lui, c'est un grand livre comme ça, mais c'est ça la conclusion. Là où tu ne sais pas comment utiliser ta force dans le bien... Comme on dit, qui vivent par l'épée, morts par l'épée. Absolument. Mais l'Égypte, et le président l'a dit très clairement, nous sommes très forts, merci, grâce à Dieu, on a une armée très robuste, mais il est aussi très logique. On a bien la tête sur les épaules. Hein. On n'est pas des agressivités, mais on est assez fort pour se protéger et protéger ce qui nous représente comme une profondeur stratégique, si vous voulez. Et c'est là ce qui s'est passé. Et maintenant, merci Dieu,
félicitations à nos confrères libyens que je pense que dans les quelques semaines ou quelques mois... Il y a toujours des conditions. En ce qui concerne la Libye, en ce qui concerne la Méditerranée, l'Égypte essaie toujours de suivre le trajet, bien sûr, trajet pacifique, trajet de négociation, essaye de stabiliser, apaiser la situation, essaye de proposer des solutions, essaye en même temps d'éliminer les terroristes, les groupes terroristes, ceux qui essayent de financer ces terroristes, ceux qui essayent de former ces terroristes, ceux qui essayent de donner refuge à ces terroristes. Tout à fait. Mais l'intelligence est où? On est en train de faire tout ça sans perdre un grain de sable, sans perdre une goutte de sang. Ouais. C'est ça l'intelligence. Ouais. Et c'est ça C'est même la lecture approfondie de la part de l'Égypte. C'est ce qui est très admirable. Qu'est-ce que se passe sur la scène mondiale, sur le terrain? Une lecture prématurée, parce qu'on se prépare, on s'est préparé pendant des années, pendant les dernières années, pour arriver à ce moment. Absolument. Pour stopper cette pensée expansionniste appliquée par Erdogan. Et on ne réagisse pas. C'est pas qu'on saute dès qu'il y a quelque chose. On est très très cool, on a la tête sur les épaules comme il faut et on réagit avec la magnitude qu'on doit réagir avec. Oui, et il y a une autre solution. Justement, s'il y a une richesse, donc la coopération, le dialogue au lieu de la confrontation. Mais il y a toujours des pays qui sont présidés par, si je peux dire, un nombre de gangs. C'est un voyou. Oui, un voyou. Oui, un voyou, bien sûr. Absolument. Ça me rappelle, j'avais un de mes boss préférés, ils avaient une expression que je pense que c'est très applicable ici. Monsieur Erdogan, c'est comme quelqu'un qui est en train de jouer au bungee jumping, mais sans le fil. Je pense que c'est ce qu'il est en train de faire ces jours-ci. Ouais. Il est en train de se lancer sur pas mal des frontières que je pense qu'il va se casser. Et là, il a essayé d'investir les crises pour ses intérêts. Mais justement, il y a une roche, une roche solide qui s'appelle l'Égypte. N'est-ce pas? Absolument. Et c'est là où il va se casser et les pieds probablement. Oui, il y a une roche très solide qui s'appelle l'Égypte face aux axes du mal, comme il est appelé par le président Beltassi, n'est-ce pas? Absolument. Avec cette dernière réponse, absolument, l'Égypte, c'est toujours la roche sur laquelle se casse tous les mal et elle va rester comme ça, Inch'Allah, jusqu'à la fin de temps. Monsieur Ahmad Nassef, je dois vous remercier infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Donc, c'était tout pour cette édition. Bonne suite de nos programmes. Et bonne suite de nos programmes, encore une fois, sur NAL TV International.